Bienvenue au Ciné-Club de Marie-Lou Wolfe aujourd'hui qu'on reçoit pour ce premier épisode du Ciné-Club. Salut Marie-Lou, ça va bien? Salut, je suis honorée d'être ton premier épisode. Oui, je suis honoré de te reparler aussi parce que tu étais aussi une de mes premières entrevues en 2019 pour Joulik. C'est un film que j'avais vraiment apprécié. Puis je suis content d'avoir autant aimé ton nouveau projet qui est Cœur de Slotch. Fiu! Oui, Fiu. D'abord, félicitations là, pour ce film-là. Je serais peut-être curieux de t'entendre sur qu'est-ce qui t'a mené dans ce projet, sur ce projet particulier-là. Ben, en fait, c'est une longue histoire, c'est-à-dire une longue histoire pas à raconter, mais dans le sens que ça date depuis 2016. Okay. Sarah Maud, son livre était un succès, donc ils ont décidé de l'adapter pour le cinéma. Et là, donc, une fois qu'elle a eu une première version de scénario prête, ben, il fallait qu'il y ait un réalisateur. Donc, dans ce temps-là, elle a réfléchi avec qui elle voulait travailler, puis on a le même agent. Et donc, pour elle, c'était vraiment important que ce soit une femme qui réalise ce film-là, qui soit dans sa vision à elle. Et donc, notre agent nous a fait rencontrer et il y a eu un déclic. Et puis, on a décidé de travailler ensemble. Donc, ça fait depuis 2016 qu'on est sur le projet Cœur de Slotch. C'est très long. Il faut savoir, tu sais, au Québec, faire financer un film, ça peut prendre des années et des années. Donc, on parle ici de 3 fois qu'on a déposé le projet pour avoir le financement. Vous allez dire, hein, comment ça sur autant d'années, tu sais, depuis 2016? Parce qu'il y a eu 2 ans où elle n'a pas touché du tout à son scénario, parce qu'elle a travaillé partout à écrire d'autres choses, etc. Puis moi aussi, j'ai fait mon chemin. Puis à un moment donné, ben, on s'est fait financer. Donc, nous voilà 7 ans plus tard à sortir Cœur de Slotch. Et donc, ça nous a permis en même temps d'apprendre à se connaître toutes ces années. On a développé ensemble une méthode où est-ce qu'on fait beaucoup de tableaux, d'images, de références, elle et moi. Puis on avait chacune un tableau, puis on l'a mis ensemble. Et donc, au fil des années, ben là, my God, il est nourri. Il y a genre 600 images dans notre tableau. Puis quand on parle d'images, d'influence, quand on fait un film comme Cœur de Slotch, on parle de détails comme même des Converse avec des dessins, avec des images de parcs aquatiques, des images de bucoliques de campagne, même des références de style de voiture. On parle de couleurs, on parle de lumière, on parle de toutes sortes d'affaires qui nous inspirent. À chaque fois qu'on voit une image, on fait « Ah, ça fait Cœur de Slotch! » et on le glisse dans notre tableau. On a fait la même chose avec des playlists. Donc, les années ont fait qu'on a appris à se connaître, on a bien développé l'univers et il a évolué. Je dirais qu'en 2016, il était peut-être un petit peu plus bubbly, un peu plus bonbon. Maintenant, avec les années, il est devenu plus réaliste, plus minimaliste, plus proche de la vie des jeunes actuels. Tu dis, c'est compliqué de faire financer un film au Québec. Tu en as fait 3 dans les 4 dernières années, là, quand même. Je du bois. Oui, c'est ça. Ben, félicitations encore partie. aussi pour ça. Mais je serais curieux peut-être de t'entendre justement sur qu'est-ce qui te fait choisir un projet, parce que c'est 3 projets quand même assez différents. Je laisse un peu de côté les pieds dans le vide parce que c'était un peu plus tôt justement dans ta carrière, mais tu sais justement Joulik, c'est une histoire quand même un peu plus difficile, puis avec des enfants encore une fois, mais pas un coming of age nécessairement. Arlette, une satire politique un peu, et puis là vraiment un pur coming of age. 3 styles quand même assez différents. Donc je te repose la question, qu'est-ce qui te fait dire oui à un projet? Moi, c'est vraiment... effectivement, j'y vais par coup de cœur de projet. Quand je lis un projet puis qu'il me parle, puis j'ai des émotions, et surtout quand je vois des images en lisant. C'est comme si j'ai besoin de rêver de façon imagée. Quand je lis le scénario, puis je me dis tout de suite comment... Ben, j'ai une idée en tête de comment je vais le filmer, que j'ai déjà des idées de lieu de tour, ben pas nécessairement où je vais tourner, mais de style de lieu de tournage, d'univers, d'esthétisme. Tout ça, c'est là où je dis, ah, OK, moi, ça me parle, puis je vais aimer ça, travailler sur ça parce que c'est long. Donc, pendant plusieurs années, 1 an, 2 ans, 7 ans, peu importe le projet. Donc, c'est à ce moment-là où je décide de plonger dans un univers. Mais tu as raison que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de cinéastes qui écrivent eux-mêmes leur récit, leur scénario, puis ça fait souvent une œuvre plus constante avec des thèmes qui redéveloppent de projet en projet parce que c'est très intime. Moi, mon approche en ce moment, peut-être je vais y venir si je vais me faire plus confiance à l'écriture de scénario, mais moi, je réalise donc les œuvres de d'autres scénaristes, de d'autres auteurs. Donc, je prends leur univers puis j'essaie de l'amener le plus proche possible de ce qui me touche moi. J'en fais mon propre projet, je mets tout mon cœur dedans, puis j'essaie de plonger dans leur univers puis de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire puis de les amener encore plus loin avec mon idée, mon univers, mes références. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille. Joulik, j'avais
à la première lecture, pleurer ma vie. J'étais vraiment, vraiment touchée par ce scénario-là. Je voulais le faire. On ne m'avait pas choisi à l'époque pour le faire. J'étais restée dans ma tête. Je me disais, ça se peut pas. C'est vraiment ça qui me parle. C'est ce genre de cinéma-là que je veux faire. Ouais. Et finalement, la vie a fait que ça m'est revenu, puis je l'ai fait. Après ça, Arlette, c'est un concours de circonstances. Il y avait déjà aussi un réalisateur attitré au projet. Il s'est retiré. On a le même agent que l'autrice Marie-Vien. Elle nous a présenté. On a eu aussi un déclic. Puis ensuite, elle m'a expliqué un peu ce qu'elle avait envie de faire. C'est un univers que je connaissais pas, la politique. Je me suis dit, OK, ça m'intrigue. Mais ce qui m'intriguait, c'est pas tant la politique, c'était un peu tout ce qu'elle voulait faire, qui était une référence un petit peu à un opéra puis un théâtre. Donc, j'avais place de façon cinématographique à mettre ma touche. Si elle m'avait dit qu'elle voulait que ce soit vraiment réaliste 2020, je sais plus quelle année je l'ai faite, 2020, des années 2020. L'année passée. L'année passée. Puis qu'il fallait que ça soit plus terre à terre. Je ne sais pas si j'aurais embarqué autant. Moi, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de créer des univers, des couleurs, des textures, des costumes, des lieux. Puis c'est vraiment différent, tu as raison. Tu sais, Joulik, c'est vraiment campagne avec pas d'argent, dans le sens que c'est une petite famille qui sont bohèmes, qui vivent dans une maison décrépite, qui est des textures toutes de bois abîmé. Alors qu'après ça, on s'en va dans Arlette, c'est la luxure, c'est des matériaux riches, nobles, des couleurs, du velours. C'est vraiment autre chose. Maintenant, je m'en vais dans Cœur de Slotch, qui est un coming of age, qui est vraiment un pur film d'ado. Et j'aime pas moins ça, honnêtement. J'aime ça me promener d'un univers à l'autre. J'ai plongé dans cet univers-là. J'ai mis des couleurs. J'avais envie de tableaux inspirés. Sa chambre un peu toute rose. Après ça, des tableaux jaunes, des tableaux verts, des tableaux, la couleur dominante est le bleu et le rouge. Et ce qu'au toit, dans Cœur de Slotch, autant l'eau, elle fait beaucoup de métaphores sur les yeux du gars sur qui elle tripe qui sont bleus, l'eau qui est bleue, les ciels bleus, c'est l'été. Il y a comme toute une référence à ça. Puis quand elle se sent bien, elle se projette dans l'eau. Donc, c'est toujours des moments de béatitude qui est dans les couleurs bleues. Le rouge, c'est les maillots de lifeguard. C'est le danger un peu, c'est l'amour, c'est les menstruations parce qu'on aborde ce sujet-là aussi. Fait que tout au long, j'ai mis comme des touches de bleu et de rouge. C'est subtil, le spectateur va pas nécessairement s'en rendre compte, mais c'est quand même dans ma volonté artistique. Il y a même dans la lumière, on a joué avec le bleu et le rouge. Quand elle se sent bien, c'est plus bleu. Quand c'est danger, c'est rouge. À un moment donné, dans une scène de karaoké, les deux couleurs se mélangent parce qu'elle est un peu entre les deux. Donc, tout ça, c'est vraiment toujours dans l'esprit artistique, esthétique, d'amener ça plus loin. Fait que c'est pas parce que c'est un film d'ado que je me satisfais de faire je veux juste dire... Non, j'ai envie de créer un univers, j'ai envie de pousser ça plus loin. Chaque détail de décor, je les ai choisis. Ça va jusqu'au vernis à ongles, ça va jusqu'à la couleur de la voiture que j'ai fait peindre, que j'ai fait des tests pour tester le bon jaune que c'est. J'aime tellement ça. Pour vraiment tout ce qui est un univers, ça me fait vraiment triper. J'ai hâte de voir quand on va parler de tes films, justement, s'il y a des cinéastes qui vont sortir un peu plus que d'autres. C'est ceux qui aiment beaucoup faire du staging comme ça. Je pense à Wes Anderson, qui a évidemment son esthétique particulière. Mais juste avant, peut-être, Cœur de Slotch, c'est un coming of age. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon coming of age? C'est beaucoup, je pense, l'authenticité, la vérité des émotions. Je pense qu'un bon coming of age, faut qu'il te touche, faut que tu sois ébranlé un peu avec le personnage, que tu vives sa quête qui est ébranlée. J'aime les coming of age qui ont des thèmes importants. Je trouve que celui de Sarah Maud, son œuvre, elle est teintée de plusieurs sujets d'actualité, que ça soit même un personnage homosexuel, on a une personnage plus féministe, plus woke, les menstruations, le premier amour, d'un peu parler de la première scène de sexe, d'un petit peu la montrer comme ça se passe pour vrai, de ne pas faire comme les Américains, puis d'embellir ça, puis de rendre ça avec des lunettes roses. Ben non, la réalité, c'est pas ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est j'aime ça, les coming of age qui viennent m'ébranler, en fait. Une bonne sélection musicale aussi. Ça, je le remarque souvent dans les coming of age. Puis d'ailleurs, félicitations pour le choix il y a des chansons plus importantes que d'autres, notamment une de Joe Dassin, mais on garde quand même le suspense. Mais tu parles de musique, justement, c'est toujours une question. Tu te dis, OK, je fais un coming of age actuel.
Le public, donc, va varier, là, mais mettons de 12 à 20 ans, ceux qui lisent actuellement le roman. Ouais. Celles qui ont lu le roman, ça fait déjà 10 ans, donc on va aller jusqu'à 30 ans, les nostalgiques qui vont vouloir retrouver leur univers de leur adolescence. À qui je plais, qui j'essaie de séduire avec de la musique? Est-ce que j'essaie d'être actuelle, mettre de la musique de 2023, les hits actuels que les jeunes écoutent? Est-ce que j'essaie de mettre exactement leur habillement avec des crocs, avec des ci, avec des ça? Ouais. Ou je fais un autre choix? Et là, volontairement, j'ai fait un autre choix, influencé par, à la base, dans le scénario, avec Joe Dassin. Puis Joe Dassin représente certaines années, donc les jeunes ne vont pas nécessairement le connaître, ils vont le découvrir grâce au film. Puis là, je me suis dit, on va aller dans ces années-là. Moi, j'aime ça, le côté vintage, le oldies. Je trouve ça lumineux, joyeux, summer vibe. C'est ça qu'on voulait donner. Puis là, après ça, on a eu des discussions à l'interne, en production, de dire, ouais, mais c'est pas ça que les jeunes écoutent. Ouais, je sais, mais je m'en fous parce que je veux leur faire découvrir ce style-là. Puis, tu sais, un hit, mettons, si on parle de The Turtles, c'est un hit depuis longtemps, ça va être encore un hit pour longtemps. C'est pas quelque chose d'éphémère. Donc, je trouve que c'était plus de valeur sûre de jouer dans ce sens-là. Puis même au niveau artistique, esthétique, j'ai un peu fait les mêmes choix. C'est-à-dire que autant qu'on sait que ça se passe maintenant parce qu'on le nomme, parce qu'ils ont des cellulaires, parce qu'il y a des textos, tout ça, autant que visuellement, j'ai mis une vieille voiture, dans sa voiture, des éléments visuels avec un Walkman jaune à l'écoute des cassettes. Fait que j'ai comme essayé de faire un beau mélange pour les plus vieux, pour les nostalgiques. Fait que tout se côtoie dans le même film. Je trouve que c'est une bonne décision. Là, c'est toujours un peu absurde d'écouter un film à un moment donné, puis qu'il y a Gangnam Style qui sort, là, qui a été ultra populaire 2 ans, puis qu'on n'a plus jamais réécouté. Là, mais... Quoi que j'aimerais pas ça, mettre Gangnam Style dans mes films. Tu me donnes un défi. Ouais, ben c'est ça. Dans 20 ans, peut-être que ça va être vintage, là, mais pour l'instant... chanté par comment il s'appelle notre chanteur québécois, il est décédé. Michel Louvain, il l'avait fait, là, Gangnam Style. Ouais, c'est vrai. Évidemment, Coming of Age, c'est un style... Il y a eu beaucoup de films par plusieurs réalisateurs, réalisatrices. C'est vraiment un style très exploré. Est-ce qu'il y avait des références que peut-être tu as fait regarder à ton équipe ou avec justement... est-ce que tu avais des films références en tête que tu voulais peut-être rendre hommage ou qui t'ont inspiré juste pour créer l'ambiance générale du film? En fait, toujours. Il y a toujours beaucoup de références sur lesquelles on part. Est-ce qu'ils sont toujours dans le sens direct de ce qu'on veut faire? Pas toujours. On va chercher, mettons, dans un film, ça va être plus la trame musicale, l'autre, ça va être plus les couleurs, l'autre, ça va être plus le style de caméra qui bouge, ou tu sais, ça va... C'est toutes sortes de choses. Moi, je pense que le Coming of Age, c'est un style cinématographique important. Tu dis, il y en a eu beaucoup, mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un style pas mineur. Je pense que ça a un impact sur toutes sortes de générations. Ça marque une certaine époque. Moi, je me souviens de tous les films Coming of Age. J'ai tellement marqué mon enfance, mon adolescence. J'ai vraiment aimé ça. Après ça, spécifiquement pour Cœur de Slotch, il y avait un film qui s'appelle Diary of a Teenage Girl de Marielle Heller qui était un peu pour sa narration puis pour son petit côté... on parle de sexualité aussi, un peu plus crue. Et même pour les couleurs, le style vintage, même de la déco, je te dirais que ça m'a inspiré. Et puis, il y a un petit peu de réalité magique dans ce film-là, avec des papillons, tout ça. Nous, on n'est pas allé jusque-là, mais on a vraiment un univers aussi magique dans Cœur de Slotch. Quand elle s'imagine dans des moments de béatitude, on plonge, c'est le cas de le dire, dans son univers. Et donc, ça m'a inspirée. Il y avait Juno, un peu pour les couleurs, la musique aussi. On retrouve un peu, même dans l'inspiration musicale, la voix de Fanny Bloom qui représente un petit peu, qui s'est inspirée un peu de Juno. Puis pour les couleurs, moi, il y a vraiment des tableaux de couleurs dans Juno. J'ai vraiment aimé ce film-là. The Way, Way Back, qui est un film qui se passe dans les glissades d'eau, un parc aquatique. C'est un gars qui va travailler. Fait que c'est pas exactement ça, mais... Évidemment, j'ai regardé tout ce qui se passait dans les parcs aquatiques pour savoir qu'est-ce qui avait été fait, comment c'était filmé, etc. Puis sinon, je dirais, c'est une série, la série Euphoria, qui est vraiment plus trash que ce que nous, on fait dans Cœur de Slotch, mais qui m'a inspiré au niveau des lumières, au niveau des tableaux de couleurs. Eux autres, ils ont vraiment assumé des fois des tableaux complètement rouges à la lumière, complètement verts, complètement jaunes. On n'est pas allé aussi loin, mais c'est que ça reste quand même une source d'inspiration. Est-ce que tu es allé puiser justement un peu d'inspiration dans tes propres projets en tant qu'actrice? Évidemment,
c'est pas nécessairement un coming of age, mais tu sais, t'as joué beaucoup, évidemment, dans Ramdam, dans À vos marques party aussi. D'ailleurs, il y a un petit extrait, on veut pas trop spoiler, mais t'apparais, tu fais un petit caméo dans Cœur de Slotch. Mais est-ce que tu es allé puiser quelque chose dans tes expériences précédentes, justement, pour Je pense que ce que je puise à travers ça, c'est plus la direction d'acteur, c'est-à-dire mon intérêt d'une part pour le public jeunesse. Tu sais, j'en ai fait longtemps, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, le public jeunesse. J'ai vu l'importance que ça a eu pour des générations qui m'ont suivi, qui me témoignent encore leur amour de « Hey, je me souviens, tous les midis, j'ai à la maison, je voulais absolument voir Ramdam, j'ai vu tous les épisodes 2 fois, tout ça. » Fait que je sais à quel point c'est important, ce genre de projet-là. Inspiré pas nécessairement, par contre, au niveau esthétique, je pense que je puise dans d'autres choses parce qu'on évolue, parce que, exact. C'est plus ma personnalité, voilà. Tant qu'à parler justement de tes débuts, je serais peut-être curieux de t'entendre sur les films, tu sais, peut-être les premiers films que tu te souviens d'avoir aimés ou tu sais, les films qui t'ont dit, ah oui, c'est du cinéma ou c'est de la télévision ou c'est actrice ou même réalisatrice que je veux faire parce que tu as plusieurs chapeaux là, depuis. Je trouve ça toujours difficile de pointer quelque chose parce qu'on dirait que ça a accompagné toute mon enfance. Mais je dirais, c'est sûr que là, on remonte à loin. Fait que E.T. a quand même vraiment marqué mon enfance. Tous les contes pour tous, pour moi, ont vraiment marqué mon enfance, je dirais, mon adolescence, peut-être début d'adolescente. Et même récemment, je suis allée voir Coco Ferme, que j'ai adoré. Puis il y a comme le retour des films La Fête, les retours des contes pour tous. Puis quand j'ai vu le logo La Fête apparaître sur l'écran, pour vrai, c'est pas des jokes, j'ai eu comme des frissons. Puis j'ai eu des larmes qui sont montées. Puis je me suis dit, mon Dieu, je suis donc bien intense. Pourquoi je vis ça? Le film n'est même pas commencé encore. Puis je pense que c'est parce que ça a eu une grande importance dans ma vie. J'ai vraiment rêvé, rêver à travers les personnages puis les histoires qui m'ont été racontées, tu sais, La Guerre des Tucs, toute cette gang de films-là, tu sais, ça a marqué Bac et Bottine, tu sais, La Grenouille et la Baleine, toutes ces années-là de films où est-ce que les jeunes des films avaient mon âge, puis je me projetais dans leurs histoires. Fait que ça, c'est sûr que ça a marqué beaucoup. Après ça, mon adolescence, des films de coming of age, mais évidemment, moi, mon film fétiche d'adolescente, c'est Ferris Bueller, La folle journée de Ferris Bueller. Je l'ai tellement regardé. J'avais dans ma chambre l'affiche de Matthew Broderick. Je pense que c'est le premier gars que j'ai frenché de ma vie sur du 2D, mais bon. Donc ça a marqué quand même, je te dirais, le début de mon cinéma. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa, il est médecin, mon papa, là, mais il capotait sur le cinéma. Et vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'il m'amenait très jeune, vers 8, 9, 10 ans, au Festival des films du monde, où est-ce qu'il achetait des lisières de tickets, puis il savait pas nécessairement ce qu'il allait voir. Des fois, il faisait des présélections, des fois, on y allait le jour même. Puis à 8, 9 heures, le week-end, il m'amenait au cinéma voir des films, pas dans ma langue, sous-titrés, des fois un peu plates, des fois un peu longs, des fois un peu... Mais j'y allais avec lui. C'était un moment privilégié avec mon père, puis je pense que ça a dû quand même marquer une certaine forme de passion cinématographique. Ça a dû faire naître en moi mon désir de faire du cinéma. Puis mon père, il avait précurseur d'acheter dans les débuts une grosse télé, un bêta, il enregistrait tout, puis on était abonné à Super Écran. Fait que tous les westerns, il me les a montrés, les films italiens de l'époque, tu sais, il aimait ça. Il était passionné, il me transmettait sa passion. Fait que je pense que ça vient aussi beaucoup de là. J'ai vu des choses qui m'intéressaient pas à l'époque, mais qui font certainement la cinéaste que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. J'ai pas nécessairement la même enfance, mais moi aussi, mon père avait plein de cassettes de films de Louis de Funès qu'il avait enregistrés à Télé-Québec, je pense, ou quelque chose comme ça. Là. Il y avait des fois des annonces, des trucs comme ça, mais tu sais, des gros VHS avec 4 films dessus. Puis, tu sais, ça a fait du chemin. Tu sais, je les ai pas revus depuis que je suis jeune, mais j'y repense encore une fois de temps en temps. Ou des fois, j'entends, je sais pas, un jingle musical qui me fait penser à ça. Puis je suis comme, c'était bon. Puis, je fais exprès de pas les revisiter tous parce que, c'est ça, je pense ça a peut-être mal vieilli, mais Louis de Funès, non? Il y en a des bons, là, mais tu sais, à part Rabbi Jacob, Oscar, tu sais, à part les gendarmes, disons, là, je pense que ces films plus mineurs sont moins marquants. Sont plus marquants dans mon esprit qu'ils sont vraiment. Donc, pas vraiment de déclic de ton côté. Ça s'est fait plus... naturellement, au fil du temps. Tu sais... Il y a tellement de films qui ont bercé mon adolescence, mon enfance, mais de là à dire que c'est celui-là, je ne serais pas prête à dire ça.
Est-ce que tu es capable, parce que c'est toujours une question un peu tricky à poser, là, de c'est quoi ton... Je me fais souvent poser, évidemment, parce que je regarde des tonnes de films par année et tout. C'est quoi ton film préféré? Puis c'est évidemment une question qu'on est incapable de répondre parce que ça va varier d'une journée à l'autre, peut-être. Souvent, si je fais des top 3 ou des top 10, puis là, ça modifie. Est-ce que toi, tu es capable de répondre à cette question-là ou pas vraiment? Puis je sais que je t'ai demandé d'y répondre un peu indirectement pour cette émission-là. Là, mais... Oui. Ouais, t'es capable? C'est-à-dire qu'il y a un film pour moi qui m'a vraiment marqué, puis je pense qu'il m'a donné le goût de faire du cinéma, mais j'étais plus vieille. C'est La leçon de piano de Jane Campion. Pour moi, ce film-là est vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre parce que ma mère, moi, était artiste, peintre, sculpteur. Puis j'ai trouvé que... Et j'ai joué du piano dans ma vie, j'ai fait de la musique et tout, que ce film-là, pour moi, est un chef-d'œuvre au niveau cinématographique parce qu'il rallie tous les arts. Pour moi, c'est ça le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, c'est autant la peinture, la photographie, la musique, la mise en scène, la mode, c'est tout. Et la peinture. Et la leçon de piano, pour moi, chaque tableau est vraiment une peinture en soi. Les couleurs, la lumière est exceptionnelle. Le jeu d'acteur est formidable. C'est des personnages féminins forts. Et de dire que cette femme qui ne parle plus, qui parle par sa musique, je trouve ça tellement un beau symbole. Et c'est un film dur. Si tu veux qu'on développe aussi sur d'autres films que j'aime, je m'aperçois que j'aime souvent les films durs quand même. Les films qui m'ébranlent, qui me laissent pas indifférente après, qui je vais me souvenir longtemps, que j'ai eu des émotions, en fait. Donc, pour moi... Puis en plus, c'est une femme, Jane Campion, c'est une grande cinéaste, fait que c'est sûr qu'elle a marqué mon parcours. Peut-être aussi, j'ai étudié à l'université en cinéma, ce qui fait qu'à un moment donné, nos professeurs nous demandent de se pencher sur des œuvres. Je me suis penchée sur cette œuvre-là parce que je l'aimais déjà. Donc, je me suis mis à l'analyser. Donc, une fois que tu analyses une œuvre, tu l'aimes encore plus parce que tu y découvres plein de petits détails de pourquoi le réalisateur a fait ces choix-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Des fois, on pousse un peu trop loin aussi l'analogie ou la métaphore. Mais j'ai un amour vraiment profond pour ce film-là. Est-ce que Jane Campion, en général, t'aimes bien son cinéma? Tu sais, Power of the Dog, récemment? Oui, j'aime tous ses films, mais celui-là, pour moi, est comme son meilleur encore à ce jour. Ah oui, puis d'ailleurs, première femme à gagner la Palme d'Or. Hein. C'est la 3e cette année aussi, là, Justine Triette, mais donc... on est bien fiers. Une précurseur vraiment à Jane Campion. Des films durs, tu mentionnais. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des sujets... j'aime quand ça m'ébranle. Donc, mettons, récemment, le Woman Talking de Sarah Polley. Moi, j'ai pleuré. J'ai trouvé ça vraiment un beau commentaire féministe. Des magnifiques personnages féminins. C'est un huis clos, c'est simple, mais c'est fort, c'est puissant. J'ai vraiment, vraiment aimé ce film-là. J'aime aussi la cinématographie. Ben, c'est ça, j'allais me demander, c'est un peu à l'antithèse de toi, parce que, tu sais, c'est très monochrome. Tu sais, c'est la même teinte, là. Ouais, t'as aimé... c'est l'opposé de Cœur de Slotch, mais c'est pas l'opposé de Julik. Non, effectivement. La même palette de couleurs tout le long. Moi, je pense que je peux être plusieurs personnes. Je peux faire un film d'action, je peux faire un film d'ado, je peux faire un grand drame. Tu sais, j'aime vraiment beaucoup de choses. Je dirais aussi un autre film de Sarah Polley, tu vois, c'est des femmes cinéastes, puis ça donne de même pour vrai, là, j'ai même pas fait l'effort. Away from Her, qui est un film sur l'Alzheimer. Qui m'a vraiment marquée. J'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi, c'est ça. Je reste, quand il y a un film m'ébranle comme ça, puis je reste marquée à vie. Mettons, La vie est belle, de Roberto Benigni, ça va toujours me rester. J'aime cette espèce de dureté du sujet, mais mis avec une beauté des images, une beauté du récit amené. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment plus la dureté des sujets plutôt que de l'image. C'est des films plus intenses. Je pense au cinéma peut-être de Lars von Trier ou des films très crus. Non, ça c'est pas nécessairement ça qui m'attire. Ça va être vraiment dans les sujets. Mettons Warzone, qui est un film de Tim Roth, qui est un... Tu vois, ça, c'est un sujet vraiment dur. C'est sur l'inceste. Pourquoi c'est un de mes films préférés? Tu vas dire, c'est donc bien intense. Oui, mais parce qu'ils ont traité d'un sujet important de façon crue et ça m'a choquée. Puis j'ai aimé ça, être choquée. Tu sais, je suis choquée. C'est-à-dire que je vais rester toute ma vie avec ces images-là, malheureusement. Mais c'est à ça que ça sert, le cinéma. Moi, ça sert à rester dans mon esprit. Tu sais, si j'ai vu un film puis je l'ai oublié le lendemain, c'est pas vraiment bon signe, là. Est-ce que tu es le genre de personne, justement, qui
Ben, j'imagine que tu vas classer un bon film par rapport à est-ce que tu y penses dans les jours après le visionnement. Tu sais, il y a des films, des fois, qui sont marquants sur le coup, puis après ça, le lendemain, on dirait que tu l'as oublié. Alors qu'il y en a d'autres que, souvent, moi, ça m'arrive que, bon, je l'ai trouvé correct, mais je sais pas trop quoi en penser. Puis là, des fois, c'est une semaine après que je me mets à repenser à tel élément et tout. Est-ce que ça t'arrive, ça aussi? Ça m'arrive, mais souvent, quand même, quand j'ai beaucoup d'émotions, ça reste imprégné dans mes coups de cœur. Il y en a qui peuvent faire leur chemin. Tu sais, mettons, le film qui a eu beaucoup de succès critique aussi. C'est quoi donc Promising of a Young Woman. Quand je l'ai vu, je l'ai détesté pour son esthétisme, honnêtement. J'ai trouvé ça laid, j'ai trouvé ça mal filmé. J'avais l'air d'un film de cégep. Et le monde va être choqué que je dise ça parce que c'est comme pour bien des gens un grand film. Mais le sujet m'a interpellée. Puis c'est resté dans ma mémoire, puis je l'apprécie plus maintenant, post-visionnement. Je pense que j'étais plus dans l'analyse de la cinéaste qui analysait un travail de détails, de décors, de caméra, de jeu d'acteurs. J'analysais trop, je pense. J'étais trop dans ma tête. Est-ce que tu as de la misère, justement, depuis que tu es un peu plus activement réalisatrice? Est-ce que tu as de la difficulté à juste t'asseoir puis apprécier un film sans l'analyser? Ou... Non, je suis assez bon public. Pour vrai, même. Tu vois, mes enfants vont plus voir les défauts, les faux raccords. Moi, je suis vraiment un bon public. J'embarque. Puis, et je suis pas snob au niveau des styles cinématographiques. Justement, un coming of age, un film pour enfants. Moi, je vois je vois avec mes enfants voir les films d'action. J'adore ça. Tu sais, j'aime beaucoup de styles cinématographiques. Mais tu sais, il y a des films, tu sais, autant, mettons, dans ma liste, il peut y avoir Parasite. Je m'attendais, pour vrai, je savais pas que je m'en allais voir, puis j'étais complètement sous le choc. Mais je trouve que c'est vraiment bien réalisé. C'est fin, c'est la cinématographie, la direction artistique. Tu sais, moi, j'aime ça quand beaucoup de choses sont léchées. Mais un film comme Babel m'a marqué. Tu sais, les films d'Inarritu, de façon générale, je suis assez... que ce soit Amores Perros, que ce soit Babel, 21 Grams, c'est des films qui ont quand même qui me restent en tête. Fait que ce cinéaste-là me moi touche. aussi, il me parle. Il y a juste Bardot, là, son plus récent, que j'ai pas vu sur Netflix. Là. L'esthétique avait l'air génial, mais ça a l'air que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Là. Mais moi aussi, c'est Birdman, un gros plan séquence. Un faux plan séquence, là, mais bon. C'est un réalisateur vraiment qui me jette à terre. Puis qui prend du temps aussi avant de faire ses films. Là, souvent, il y a 5-6 ans entre chacun. Là. Puis, justement, je serais peut-être curieux de t'entendre sur est-ce que tu as. Là, tu as mentionné quelques réalisatrices, justement, puis c'est un hasard, mais est-ce qu'il y a des cinéastes vers lesquels tu te tournes naturellement ou dès qu'ils vont sortir un film, tu vas aller le voir? Inarritu, je dirais. Réalisateur ou acteur, peut-être? Je suis plus réalisateur, je te dirais. Tu sais, Wes Anderson, justement, j'avais glissé un mot brièvement. Wes Anderson, j'aime vraiment son esthétisme. Je suis moins sûre d'être in love complètement avec les récits, l'histoire. Mais j'aime vraiment son univers visuel. Je trouve qu'il est vraiment exceptionnel dans son art, dans le fond. T'sais, lui, il fait des tableaux. Lui, il fait de la peinture. Exact. Tout est réfléchi, j'adore ça. Mais c'est ça, je suis moins touchée au niveau du récit. J'ai pas vu son dernier encore. Je sais pas s'il est sorti. Je sais pas si tu fais référence à son... Astéroïde de... c'est ça. Je pense qu'il sort... je pense qu'il sort le 16 juin. En même temps? Ça se peut-tu? Quel choix allez-vous faire, chers cinéphiles? Heureusement, je pense que c'est pas le même public qui est nécessairement que vous rejoignez les deux films, fait que c'est correct. C'est toujours fâchant de sortir un film québécois en même temps qu'un Marvel ou quelque chose comme ça, parce que tu sais qu'il va avoir toutes les parts de marché, au moins pour le premier week-end. Là. Puis au Québec, même si le film est bon. C'est ça, exactement. C'est comme ça, on est à la merci de tout ça. Est-ce que tu embarques justement, toi, dans les films de super-héros? Oui, parce que j'ai deux gars, 11 et 13 ans, fait que je vais tous les voir. J'haïs pas ça, c'est divertissant, il y a beaucoup d'action. Même mes enfants sont un peu déçus des films que je fais. Pourquoi tu fais pas un film de même, maman? Pourquoi tu fais pas un film d'action? Parce que ça coûte 250 millions. C'est ça. Fait que... évidemment, ça va m'amener un peu dans ce même coin-là. J'aimerais ça parler des films peut-être pas négligés, mais à la fois des plaisirs coupables ou peut-être des films que, qui sont... universellement acclamé, mais que pour toi, ça vient pas nécessairement te chercher. Je sais pas si tu as des exemples de films comme ça. J'ai pas pensé à ça. Toi, as-tu une idée, mettons, pour me... tu sais, par exemple, mettons Star Wars. Je suis pas un grand fan. Tu sais, je les ai vus. Ton opinion,
au moins 5 à 10 fois chaque. Puis à chaque fois, je me dis, bon, là, c'est peut-être la fois où il va y avoir un déclic. Puis ça se passe pas. Tu sais, il y a le premier Star Wars là, que j'apprécie vraiment. Le deuxième aussi, qui est le 5e maintenant. Là, mais comme ça aussi. Mais toutes les autres qui sont sortis, je suis comme, c'est juste ça. Même chose un peu pour Indiana Jones. Il y en a un nouveau qui sort. Puis j'hésite à aller les revisiter un peu. J'aime bien Indiana Jones, mais Star Wars, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que j'ai pas embarqué. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Là. Non. Mais Star Trek, même chose. Ouais. C'est moins mon univers. Tout ce qui est science-fiction, j'avoue que c'est moins mon truc. Ouais. Si t'en as pas, c'est pas grave. Là, non, j'ai pas nécessairement, mais je te dirais en général, les films de science-fiction, je suis pas attirée vers ça. Même s'il y a des films qui sont acclamés par la critique, je suis pas spontanément attirée d'y aller. Les nouveaux films, justement, de Denis Villeneuve, là, je veux pas qu'on se mette à l'insulter, c'est pas ça le but, mais tu sais, juste. Mais tu sais, ces films, depuis 4 films, là, à part Sicario, peut-être, il est beaucoup dans la science-fiction. Parce que ça, tu sais, c'est la science-fiction. J'aime vraiment son esthétisme. Puis comme il m'impressionne, j'admire son parcours, ben c'est sûr que je le regarde peut-être différemment. Fait que je suis peut-être un peu teintée d'amour à la base. Ouais. As-tu vu Dune? C'est vraiment spectaculairement beau, spectaculairement réalisé. C'est impressionnant de dire, aïe, lui, il fait ça. Fait que, mais c'est sûr qu'à la base, c'est pas des sujets qui je suis spontanément attirée ce type de cinéma-là. Mais j'aime mieux le cinéma qui m'ébranle, comme je te dis. J'ai besoin d'être bouleversée par des émotions. Je sais pas. C'est ça qui me reste plus. Au niveau des films québécois aussi, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres ou si c'est plus... Ben, tu sais, j'ai travaillé avec Jean-Marc Vallée, j'ai eu cette chance-là. Fait que c'est sûr que, ben là, je joue dedans, c'est peut-être biaisé, mais pas tant, là, j'ai un petit rôle. Mais tu sais, Crazy, pour moi, c'est vraiment un beau film. Tu sais, je pense qu'il va rester longtemps. Québécois, c'est parce qu'après ça, j'ai aimé aussi son œuvre, tu sais, Dallas Buyers Club, mais c'est pas québécois, là. Non. C'est juste que j'aimais son œuvre aussi. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ça se peut que t'en vois pas non plus, là, tu sais. C'est pas que j'aime pas les Québécois, là, c'est parce que j'y ai moins pensé. Ouais. C'est juste que mon cerveau, là, il cherche plus à j'ai comme des images de réalisateurs qui me défilent dans la tête. Il faut juste que j'associe des titres. Mettons Denis Arcand. Est-ce que tu as joué dans un Denis Arcand? Non, j'ai pas lu dans Denis Arcand. Je sais qu'il en sort un prochainement aussi. Oui, j'ai hâte de voir aussi. Qu'est-ce que je dirais? C'est quoi? C'est parce que c'est ça, j'aimais vraiment Jean-Marc. Est-ce que tu as vu Viking? Je sais que ça frôle un peu la science-fiction. Oui, tu as raison, mais j'ai été vraiment interpellée par la proposition. C'est vraiment singulier. Puis je salue ça, fait que j'ai adoré Viking. Fait que c'est ça, mais j'aime vraiment plein de styles. Il n'y a rien d'autre qui me dit ça. Là, mais non, mais il n'y a pas de problème. On peut continuer. J'avais lancé la discussion sur les plaisirs coupables, justement. Mais est-ce que tu en as, justement, de ces films qui devraient pas être aussi bons que dans tes souvenirs ou que tu devrais pas autant apprécier et que pourtant, tu peux pas t'empêcher de voir? Je sais pas si, tu sais, c'est parce que c'est quand même des grands films. C'est juste que des fois, on les boude de face, mettons, dans des chroniques, comme si... Mais tu sais, comme j'ai nommé tantôt Ferris Bueller, pour moi, j'aime vraiment beaucoup. Mettons, Titanic, tu sais, c'est un grand film. C'est juste que... Mais je pourrais le revoir 1000 fois. Ben, c'est tu sais, les blockbusters, souvent, ils sont comme dans une drôle de position où, tu sais, clairement, tout le monde aime ça, mais il y a des films qu'on aime rire. Tu sais, Titanic, justement, parce que, bon, tu sais, c'est comme le film, on va dire... pas à l'eau de rose, mais justement, c'est ça, l'histoire d'amour est assez classique avec, justement, c'est facile de rire de ces films-là, mais en même temps, ça veut dire que tout le monde a le référent, parce que si tout le monde peut en rire puis comprendre les blagues, c'est que tout le monde l'a vu, là, fait que, Titanic, tu sais, beaucoup de Marvel, évidemment. J'ai aimé, mettons, tu sais, ça, c'est vraiment des films plus à l'eau de rose, de Notebook. J'ai vraiment pleuré ma vie, mais encore là, tu vois, c'est encore un film sur l'Alzheimer. Je sais pas parce que j'en ai même pas dans ma famille. Là, je sais pas, c'est un sujet qui moi aussi, ça m'ébranle. Ça m'ébranle, ça, d'oublier les gens autour de nous qu'on aime. Est-ce que tu as vu The Father qui est sorti il y a 2 ans? Non, je sais de quoi tu me parles, mais je l'ai pas vu. Ça, je pense que c'est le meilleur film d'Alzheimer que j'ai vu. Aussi, je pense que oui.
C'est malheureusement ça, ou heureusement. Là. C'est très théâtral aussi. Là. OK. C'est inspiré d'une pièce de théâtre, là, justement. Là, mais Anthony Hopkins, moi, c'est un des plus grands acteurs, je pense. Je suis content qu'il fasse encore des films. Là. Il n'y en a plus pour longtemps, là, mais maudit qu'il est excellent. Mais tu sais, les Back to the Future, je vais toujours les voir et les revoir. Je les adore. Dirty Dancing, c'est des films de filles que j'ai vraiment aimés. Mais ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement des mauvais films qu'on aime aimer. Là. C'est quand même des bons films. Là. C'est juste ça. Non, ben c'est ça. Ben, tu sais, je vais à la pêche, entre guillemets, parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Tu sais, je me souviens, Paul Thomas Anderson avait casté justement Adam Sandler dans un de ses films. Puis tout le monde, évidemment, tous les critiques qui snobent un peu Adam Sandler, étaient comme, mais pourquoi t'as pris lui? Puis il est comme, ben, moi, je les aime tous ces films. Puis tu t'attends pas de ça à un cinéaste d'auteur qui fait des films vraiment très diamétralement opposés de ce que Adam Sandler fait. Mais comme, moi, j'ai aucun problème avec ces films. Je les trouve excellents. Puis... c'est drôle que tu dis ça. Là, je sais pas si je vais mal répéter ce qui m'a été dit, mais Sarah Maud Beauchesne, donc l'autrice de Cœur de Sludge, je pense qu'elle a déjà eu une conversation avec Pods. Puis ils ont échangé sur des styles cinématographiques. Puis les films qu'elle aimait, qui sont des films des coming of age, plus des films romantiques, ben ils les adoraient. Ouais. Fait que là, ça, c'était comme assez surprenant pour elle de dire « OK, toi aussi, t'es aimes ces films-là. » Fait que oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai pas ça nécessairement directement. Mais j'aime revoir des films que mes enfants voient maintenant de notre enfance. J'aime leur présenter Weird Science, Revenge of the Nerds. Justement, c'est quoi les films que tu leur as présentés? Ils ont tous vu. OK. Avec John Hughes, ils sont au courant. C'est Breakfast Club, 16 Candles, Can't Buy Me Love, tout ça, La Revanche des Tronches. Weird Science, tous ces films-là qui ont... Puis ils embarquent dedans? Ben oui, OK. Étrangement, je te dirais pas que ça a bien vieilli, mais oui, parce que les jeunes, ils embarquent, là, ils aiment ça. Là. Je sais pas si tu avais d'autres films à rajouter. Moi, j'ai tellement de films que, tu sais, comment dire, c'est parce qu'ils nous influencent pas toutes pour la même affaire. Tu sais, mettons, comme je te disais, il y a des films que j'ai analysés dans mes cours, mettons Blue Velvet. C'est comme un film qui, quand tu l'analyses, puis tu te rends compte de tout ce qu'il a voulu mettre dans le film, tu peux pas ne pas l'aimer. C'est des films, des grands films. Fait que, ça fait partie de ma vie, mais j'aime aussi, mettons, l'introspection d'Into the Wild. J'aime les voyages, j'aime les films qui se passent ailleurs. Comme tantôt, je t'ai nommé Babel, mais Into the Wild, c'est ça, j'aime les films qui se passent à l'étranger. Ça me parle, ça m'interpelle. Ou je peux aller dans un autre style cinématographique, mettons I Am Sam. OK. Avec Sean Penn. J'ai été ébranlée aussi par ce film-là. Un papa qui peut pas assurer avec sa petite, avec tout bercé par les musiques des Beatles. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que c'était une belle proposition. Mais j'ai pu aussi être influencée par Trainspotting que Tout sur ma mère. C'est un peu dans toutes les directions. Trainspotting, ça m'étonne parce que c'est un film quand même assez cru, que je mettrais quand même presque dans la même catégorie que Requiem for a Dream. Oui, mais j'ai aimé ces films-là. Requiem for a Dream, même la performance de la mère là-dedans, ça m'a vraiment inspirée parce que je la trouve vraiment forte. Trainspotting, que ça soit quoi d'autre, des films Cours Lola Cour, Run Lola Run. C'est tous des films dans un style précis, mais qui ont quand même été à une époque qui était, mettons, ma jeune vingtaine. Donc, je me référais quand même plus à ce moment-là à ça. Mais même maintenant, ça reste comme référence visuelle. Tu sais, Requiem for a Dream, l'œil qui vont dedans. Je suis allée le voir récemment parce que j'avais un close-up d'œil à faire dans Cœur de Sludge. Tu vas dire, Requiem for a Dream a inspiré Cœur de Sludge. Ben oui, un peu. Tu comprends? On va un peu partout chercher des références qui nous viennent en tête pour former. Il est très, très beau d'ailleurs, ton close-up. Là, c'est un close-up qui, après ça, un fondu vers une piscine et tout. Là, je trouvais ça très, très ingénieux. Est-ce que, là, clairement, on est un peu biaisé, je crois, par les décennies qui nous a vu grandir. Veux pas, moi, aussi le cinéma des années 90-2000, c'est celui que j'ai le plus vu, donc c'est celui que je trouve quand même assez fort. Mais est-ce qu'il y a des décennies, justement, de films où l'esthétique des années 80 qui revient à la mode et tout? Est-ce qu'il y a une décennie en particulier, toi, qui vient plus t'interpeller qu'une autre? Ou,
Je serais pas prête à dire ça, mais comme je suis aujourd'hui en promotion pour les Cœurs de Sledge, je te dirais que les années 80-90 pour les films coming of age, ils étaient plus américains à cette époque, mais il y avait vraiment un gros bassin, je trouve, de films coming of age qui ont marqué, qui ont bercé notre enfance, adolescence. Maintenant, comme on a accès à tellement de choses, je sais pas si tout le monde voit un peu les mêmes références. Nous, on a tous à peu près les 25 films, même références. Maintenant, mes enfants, à part les Marvel, ils ont accès à Netflix, Crave, à ça. Quelles seront leurs références qui vont bercer leurs souvenirs? Je sais pas. On dirait... mais à cette époque-là, on en faisait beaucoup, puis c'était bien bon. Ouais, ben est-ce que tu as voulu jouer un rôle justement dans ces références-là? Tu sais, en montrant justement tes films d'enfance et tout, ça va jouer pour quelque chose, mais est-ce que tu as peur justement un peu de ça, que les références culturelles soient un peu plus diffuses? Ou, c'est les références, moi, de TikTok et YouTube qui me font le plus peur. Parce que pour ce qui est, mettons, du cinéma, justement, on leur a montré tous les films qui nous ont marqués. Ils voient un peu de tout, mais c'est vrai que je ne les challenge pas tant. Okay. Tu sais, moi, mon père, il m'amenait voir Wong Kar-wai. Parce que moi, j'amènerais mes enfants. Puis je devrais, parce que je suis vraiment devenue, je pense, cinéaste aujourd'hui à cause que mon père m'a amené voir ça, puis qu'il m'a challengé, puis qu'il m'a pas toujours mis dans des positions confortables. Combien de fois j'ai dormi au cinéma, tu comprends? Mais je sais pas, il m'a transmis sa passion. Est-ce que je vais réussir à leur transmettre ma passion? Ils sont juste intéressés à scroller des TikTok, là. Ça me déprime. Ouais. Est-ce que tu te souviens du premier film que tu as vu au cinéma? Je pense que c'est E.T. Ouais. OK. Je pense que ça a du sens. Après ça... Moi aussi, étonnamment. Oui? Moi aussi, mais c'était la version remake de 2001, je pense. Je pense que c'est le premier film. Ils ont ressorti une nouvelle version au début des années 2000 pour le 20e anniversaire, je pense, du film. Là. Moi aussi, c'est étonnamment le premier film que je me souviens d'avoir vu au cinéma. Mais en tout cas, ça puis Le Seigneur des Anneaux, qui sont tous... Harry Potter, sorti dans début 2000. Mais toi, t'es pas mal plus jeune que moi. Oui. Je pense. Parce que moi, j'ai vu la première édition d'E.T. Ouais. Non, ben c'est moi, je suis en 78. Fait que, ouais. Mais puis je te dirais les Contes pour tous, mettons La Guerre des Tucs, je me souviens de l'avoir vu. Okay. Puis à l'époque, le cinéma se finançait un peu autrement, c'est-à-dire qu'il y avait des crédits d'impôt qui pouvaient être accordés à monsieur, madame, tout le monde qui voulait investir dans le cinéma, dont les Contes pour tous. Puis mon papa, il faisait ça. Il investissait dans les films pour enfants. Fait qu'on était invités aux premières des Contes pour tous. Fait que je me souviens d'être allée à ces premières-là, regarder les comédiens de loin, rêver. Fait que c'est ça, je me souviens d'être allée beaucoup au cinéma pour les films La Fête. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais. C'est un drôle de concept qui existe plus tard que ça. Il y en a, là, des films sociofinancés un peu. Ah oui, non, ça, oui. Non, ça, non, mais les Contes pour tous, tu voulais dire? Oui, là, excuse-moi, je pensais pas que tu voulais dire sociofinancement. Donc ça existe moins, mais je voulais plus dire que là, les films jeunesse, enfants, on voit qu'en ce moment, il y a un retour, que aussi les box-office parlent, c'est-à-dire que tous les films d'animation fonctionnent vraiment très, très bien. C'est très long, financer un film d'animation au Québec, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Fait que c'est important de voir que ça fonctionne, fait que ça vaut la peine d'investir. Puis là, de voir que Coco Ferme a bien fonctionné. Il y a plusieurs films, je pense, qui vont être faits dans les prochaines années pour un retour aux films québécois qui s'adressent à ce jeune public. Fait que là, nous, on a un travail, dans le fond, à prouver que les films d'ados ont leur place aussi. Fait que ce qui est dur, c'est que comment ramener nos adolescents au cinéma qui sont tellement sur leur plateforme, sur leur iPad, sur leur cellulaire, à part si ce n'est que pour aller voir un gros film de gros budget de Marvel, Mission Impossible, ou les films d'action à gros budget. Est-ce que nos jeunes, nos adolescents, adolescentes vont venir voir Cœur de Sludge? Je le souhaite de tout cœur. Puis pour nous, ça veut dire beaucoup parce que ça veut dire pour nous, même une suite de Cœur de Sludge, mais c'est au-delà de ça, c'est même pour tous les autres cinéastes qui ont envie au Québec de faire des films qui s'adressent au public, jeune public. Ça veut dire beaucoup. C'est sûr que si les gens vont au cinéma, ils vont financer plus de films comme ça. S'ils vont pas, puis qu'ils attendent que ça sorte sur leur vidéo sur commande, on est fait, on n'en fera plus parce qu'ils vont se dire, non, ça marche pas, ça. Fait que, c'est ça. Vous avez, les cinéphiles, vous avez vraiment un rôle à jouer. C'est ça que je suis pas sûre que les gens réalisent à quel point c'est important, mais ça l'est.
Puis surtout les premiers week-ends, les gens ne comprennent pas. Ils vont dire « Ah oui, on va aller le voir là, au cours de l'été. » Ouais, mais c'est parce que nous, on est évalués sur les premiers week-ends si on performe ou pas. Ouais. Fait que si les gens ne vont pas le premier ou le deuxième week-end, les propriétaires de salles, ils veulent faire de l'argent. Fait qu'ils vont se dire « Ben là, il n'y a personne. Fait qu'on va l'enlever. On va prendre un film des États-Unis, un gros film américain qui va comme... C'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont acheter du popcorn, qui vont venir prendre des places. Ouais. Fait que nous autres, c'est fragile. Toute cette industrie-là, elle est vraiment très, très fragile. Est-ce qu'il y a des chances qu'on te voit réaliser un compte pour tous à un moment donné? J'adorerais ça. Je l'ai même signifié à l'équipe. Ah oui, bon. L'invitation est lancée. Mais est-ce que tu as des projets d'autres projets qui s'en viennent? Comme au cinéma? Oui, au cinéma. Au cinéma, non. Je me laisse bercer par ce qui peut se proposer à moi. J'ai 2 scénarios, qu'il y en a un dont j'avais commencé à écrire, que j'ai fait un premier draft quand j'étais à l'Université Concordia en cinéma, que j'ai mis dans mes tiroirs, puis j'ai pas retouché. Puis j'ai croisé l'année dernière ma prof, ou je pense une conseillère de scénarisation qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait avec ce scénario-là? » Je l'ai laissé tomber, mais non, Marie-Lou, il faut que tu le ressortes s'il y avait vraiment du potentiel. Ça me tenterait de peut-être replonger dedans pour voir effectivement est-ce qu'il y a du potentiel ou pas. C'est une œuvre très, très intime sur le décès de ma mère d'un cancer. Fait que c'est très personnel. Puis j'ai un autre scénario que j'ai voulu tant faire sur mon expérience. Moi, je suis allée faire le rallye des gazelles dans le désert au Maroc. Ah oui. Toute une expérience féminine ensemble dans un rallye avec beaucoup d'émotions, beaucoup de défis. Ce sujet-là en film, en drame, là, ça me plairait énormément, mais pour ça, il faut que j'aie du temps. Fait que dans la prochaine année, peut-être que je vais me pencher là-dessus si les contrats me permettent de le faire. Bon, tu as quand même un peu de repos, comme on le mentionnait. 3 films en 4 ans, c'est quand même beaucoup de travail. Oui, puis je réalise une série documentaire en plus, la 3e année du Grand Move, qui m'amène à voyager. Cette année, on suit des familles qui s'en vont s'établir en Amérique, ce qui fait que je pars des fois des 10 jours au Nicaragua, au Costa Rica, au Mexique. C'est exceptionnel comme contrat, mais ça demande quand même beaucoup de disponibilité. Bon, on te souhaite la meilleure des chances, évidemment, pour Cœur de Slotch, qui prend l'affiche le 16 juin, pas mal partout au Québec. Ouais. Puis sinon, pour cette série documentaire-là aussi. Merci. Marie-Lou, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Ça a bien été ton premier podcast? Oui. Je pense que oui. C'est à toi de me le dire. Moi, j'ai trouvé ça super agréable. J'adore parler cinéma. J'aurais aimé avoir tes coups de cœur, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. L'épisode 2, la saison 2. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci à toi.